Bonjour à tous, merci d'être là. C'est toujours formidable de retrouver le public d'Aix qui est de plus en plus nombreux année après année. Je suis Sophie Fay, je suis en charge des transports au journal Le Monde. Et donc on est réunis cet après-midi pour parler des nouveaux enjeux de la mobilité. Et bon, vous savez que ce secteur a une particularité, il représente 30% des émissions de carbone et c'est le seul secteur dont on n'arrive pas à faire baisser les émissions depuis qu'on essaye. Et donc voilà, on a 1 heure avec les meilleurs experts pour trouver une solution que Hippolyte Dalbis vous résumera à la fin. Donc c'est parti. Alors pour parler du sujet, nous serons avec le ministre des Transports, Clément Beaune, avec Anne-Marie Drac, qui a été aussi ministre des Transports, mais aussi ministre du Commerce extérieur, également présidente de la RATP, de la SNCF, et je crois que, Anne-Marie, vous êtes administratrice de Air France. Voilà, Air France KLM, et de Total Énergie. Nous serons aussi avec Yann Leriche. Yann Leriche est directeur général de Getlink. Getlink, ça ne vous dit peut-être rien, mais si je vous donne l'ancien nom, Eurotunnel, vous verrez tout de suite de quoi on parle. Et puis avec Thierry Derez, qui est le directeur général de Covea. Alors Covea, c'est pareil, ça vous dit peut-être rien, mais la MAF, vous connaissez forcément, la GMF, MMA. Et je vous rappelle que c'est le premier assureur automobile français, donc il sait parfaitement ce qui se passe sur les routes, dans nos voitures, chez nos garagistes. Voilà. Donc pour lancer la discussion, je vais tout de suite passer la parole à Hippolyte Dalbis, qui est économiste, qui est le membre du cercle qui a préparé cette table ronde. Et j'en profite pour vous signaler un de ses livres qui est excellent, qu'il a coordonné avec Françoise Benamou, qui est présidente du cercle. Les économistes parlent aux populistes, et c'est formidable. Hippolyte, à vous la parole. Bon, merci beaucoup Sophie. Donc moi je suis là juste pour poser un petit peu le débat, donner quelques éléments très simples finalement pour qu'on sache de quoi on parle. Alors je commencerai en disant que la mobilité c'est tout d'abord le quotidien, c'est le quotidien des gens. Hein. Selon l'INSEE, je ne sais pas très bien comment ils calculent, mais ils obtiennent 200 millions de trajets quotidiens par jour. Ce qui veut dire, vous voyez, on est 70 millions, ça veut dire 3 trajets par jour pour chaque personne en France. Donc c'est vraiment le... Voilà, lorsqu'on va faire des politiques, si vous voulez, sur la mobilité, on va affecter tous les jours les comportements des gens. Alors évidemment, la mobilité, c'est source de frustration, c'est parfois source d'énervement, des retards, des embouteillages, etc. Mais on l'a tous vécu pendant la période Covid, lorsqu'on était privé de cette mobilité. Finalement, on l'a perçu comme quelque chose de très difficile, une très forte privation de liberté. L'aphorisme métro, boulot, dodo, vous voyez, 1/3 de l'aphorisme, c'est la mobilité. Et ça montre que finalement, la mobilité, elle est dans nos vies. Alors, Sophie l'a dit, bien sûr, on note souvent que c'est un secteur, hein, le secteur du transport, le secteur de la mobilité, qui est responsable de beaucoup des émissions de gaz à effet de serre, qui est responsable d'atteintes à l'environnement. Moi, je pense qu'il faut plutôt prendre le problème d'une autre façon, à l'envers. C'est plutôt, vaut mieux se dire que c'est là qu'il y a des opportunités finalement de décarboner et d'améliorer l'empreinte humaine sur l'environnement. Alors ce qui est très intéressant avec le secteur de la mobilité, c'est que les 3 domaines d'intervention humains pour la décarbonation se retrouvent. Le premier, c'est la loi, la norme. Vous pouvez faire passer des lois pour restreindre la mobilité. Typiquement, interdire les voyages en avion sur une petite distance lorsqu'il y a une alternative ferroviaire. Ou bien interdire la vente de voitures thermiques, etc. etc. Alors, ce n'est pas forcément facile, mais c'est une des possibilités. La deuxième possibilité d'agir, c'est bien sûr les incitations économiques, hein, les incitations en prix. Alors, il y en a qui ont mauvaise presse, hein, on l'a vécu typiquement avec la taxe carbone, hein, dont l'augmentation s'est arrêtée en 2018. La TIPP flottante, que moi j'aime beaucoup pour plein de raisons, mais voilà, qui avait même été arrêtée avant, on n'a même presque plus le droit d'en parler. Alors on peut jouer de l'autre façon sur les prix, en ayant des prix moins chers, hein, typiquement pour inciter à des transports qui ne seraient pas polluants, etc. On peut avoir ça. Et le troisième élément, hein, ce n'est pas des éléments qui sont forcément concurrents. Le troisième élément, c'est bien sûr le changement technologique, l'innovation. Et ça, c'est aussi une possibilité, mais ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup potentiellement de financement.
Alors un dernier point juste pour terminer ce cadrage, c'est que comme c'est le quotidien des gens, c'est pas juste un problème d'experts, c'est pas juste un problème d'ingénieurs. C'est un problème politique. Hein. On se rappelle des Gilets jaunes, hein, qui est la révolte de ceux qui ont une voiture. La semaine dernière, c'est exactement le pendant, c'est-à-dire c'est la révolte de ceux qui n'ont pas de voiture. Et d'ailleurs, l'étincelle, hein, ou le déclenchement du drame, c'est un contrôle routier. Et une des réactions de la puissance publique, ça a été d'arrêter la circulation, typiquement des transports en commun. Donc le fait que ce soit politique n'implique pas que c'est compliqué, mais ça implique que c'est passionnant et ça implique que c'est intéressant. Et c'est pour ça que je me réjouis d'avoir les 4 membres du panel aujourd'hui à Aix. Merci Hippolyte. Clément Beaune, je vous passe la parole en premier. Je n'avais pas fait le lien qu'Hippolyte vient de faire entre les gilets jaunes, ceux qui ont une voiture et ceux qui n'ont pas de voiture. Peut-être que vous pouvez répondre à cette remarque et puis après nous expliquer quelle est un peu notre feuille de route pour décarboner ce secteur. Merci beaucoup. Effectivement, ce que disait Hippolyte résume assez bien la situation. Je découvre ça depuis maintenant 1 an exactement, quand on est ministre des Transports. Ma voisine l'a été avant moi. On a à la fois le charme ou le drame d'avoir beaucoup de galères du quotidien et en même temps, on a entre les mains sans doute, je crois, la seule politique publique qui concerne tout le monde au moins 1 fois par jour et sans doute tout le monde plusieurs fois par jour, quel que soit le type de déplacement, le mode de transport. Et on le voit bien que dans toute crise, à l'origine ou comme conséquence, il y a une dimension de mobilité de transport parce que ça touche intrinsèquement notre vie quotidienne. Une fois qu'on a dit ça, ça dit la sensibilité très grande pour probablement tous nos compatriotes, tous nos concitoyens, et c'est partout pareil, d'une politique de transformation d'un secteur comme celui des transports ou des mobilités. Et aujourd'hui, la première transformation, c'est évidemment celle de la décarbonation. Je ne vais pas abreuver de chiffres la discussion, vous l'avez dit en un chiffre clé. Quand on parle de décarbonation collective ou générale pour être neutre en carbone en 2050, les transports, c'est 30% des émissions aujourd'hui. Donc on pourrait dire en effet d'une version pessimiste et 30% du problème, mais c'est donc au moins aussi 30% de la solution et des opportunités de décarbonation aujourd'hui. D'un point de vue de politique publique, j'imagine qu'on y reviendra, sans être trop détaillé. Il n'y a pas tellement d'état d'âme à avoir, si je puis dire. Ça ne veut pas dire qu'ensuite c'est simple dans l'application, parce qu'il faut activer tous les leviers à la fois. Quand vous avez un secteur qui représente 30% des émissions, 30% de la facture énergétique, qui touche au quotidien de tout le monde et qui en effet est le seul qui n'a pas baissé ses émissions depuis 1990, eh bien vous devez activer tous les leviers à la fois. Alors tous les leviers à la fois, ça ne veut pas dire que vous devez appuyer sur toutes les touches du piano en même temps en espérant que ça fasse une musique à peu près correcte, parce qu'il y a assez peu de chances que ça fonctionne. Il faut de la cohérence entre les leviers que vous activez. Mais il n'y a pas de choix entre le report modal, qui est évidemment essentiel, des usages dits bruns vers les usages verts, décarboner les modes de transport qui sont eux-mêmes les plus massifs et les plus polluants. On ne va pas simplement reporter, même si c'est évidemment important, de la route vers le rail ou de l'avion vers le train. On va aussi décarboner ces modes de transport en eux-mêmes, et notamment la voiture. Ce n'est pas incohérent de soutenir par des politiques publiques la voiture électrique massivement et d'encourager l'investissement et l'usage du ferroviaire. C'est les deux, mon général, parce que quand vous partez de 85% de déplacements qui sont routiers, même si on veut et on doit faire plus et plus vite du report modal, si on ne décarbone pas la route en elle-même, on ne fait pas le boulot de décarbonation. Donc il faut activer ces différents leviers. On peut le prendre par la nature des outils de politique publique, ça marche aussi. Quand je dis ça ne veut pas dire appuyer sur toutes les touches du clavier en même temps, c'est important. Je prends un seul exemple. J'aperçois Augustin de Romanet et d'autres représentants éminents du secteur aérien, dont ma voisine. Quand on veut mobiliser, si je puis dire, le secteur aérien ou aéronautique dans la décarbonation. Ça veut dire qu'on assume, après on peut avoir le débat sur la pertinence du curseur ou de telle ou telle mesure, mais ça veut dire, je l'assume, qu'on recourt parfois à la taxation, qu'on recourt parfois à un report modal un peu incité ou un peu forcé. C'est le fameux débat sur le décret 2h30 qui a fermé quelques routes aériennes. Et je dis « et » parce que pour moi ça n'est pas un « mais », ça n'est pas une contradiction, je me suis aussi battu pour qu'on ait les moyens publics de subventions en recherche et développement à la décarbonation de cette industrie essentielle. Parce qu'on ne va pas supprimer l'avion, on va décarboner l'avion avant tout. Et donc ça veut aussi dire qu'on encourage notre industrie, par ailleurs on a une industrie souveraine et essentielle dans l'aéronautique, dans tous ses compartiments, pour investir dans les carburants durables, pour investir dans les moteurs moins polluants, pour investir dans toutes les stratégies de décarbonation. Donc on a à la fois besoin
de report modal, à la fois besoin de transformation intrinsèque, si je puis dire, de chaque secteur par l'innovation et par l'industrie. Le seul sujet qui fait vraiment débat, c'est où on met, dans ces leviers d'action, le curseur sur la sobriété. Parce que ce que je ne souhaite pas, et pas seulement par lâcheté politique, si je puis dire, mais par conviction profonde, c'est qu'on ne va pas dire aux gens que la décarbonation, c'est moins de mobilité. Parce que d'abord, c'est un besoin humain. On n'a pas attendu l'ère actuelle pour avoir besoin de se déplacer. On ne va pas refuser ce besoin essentiel. Je pense qu'on n'entraînerait personne et qu'on perdrait tout le monde. En revanche, usage par usage, il peut y avoir des mesures de sobriété, d'incitation ou de désincitation. Mais on ne peut pas dire, il y a d'autres secteurs où c'est différent. Il y a des secteurs où on veut réduire tout simplement l'empreinte et l'existence même d'une activité. En matière de mobilité, on ne veut pas faire ça. C'est toute la difficulté quand vous combinez la politique publique. Vous ne voulez pas dire aux gens, vous allez vous déplacer moins, et donc on cherche à chaque fois des solutions. Et quand les gens ont l'impression que la mesure consiste à simplement les bloquer, qu'on fait le débat sur les zones à faible émission, qu'on fait le débat sur la taxe carbone, on voit bien qu'on a un très gros problème, voire un très très gros problème. Et donc il ne faut pas forcément renoncer à ces outils, mais il faut à chaque fois les accompagner. Je dis juste deux mots. Dans les multiples politiques publiques ou leviers de politique publique qu'on a, je pense qu'on a quelques changements culturels à faire. On en a souvent parlé, notamment avec Anne-Marie Idrac et beaucoup que j'aperçois dans la salle. On a une politique française qui est encore très axée dans nos mobilités et nos transports sur la question des infrastructures. Et bien sûr, nous avons besoin d'infrastructures de qualité. C'est ce qu'on fait en installant des bornes électriques partout sur nos autoroutes et sur notre réseau routier. C'est ce qu'on fait en investissant mieux, parce que c'est un besoin vital dans notre réseau ferroviaire, etc. Mais si on ne pense pas l'usage, et si on ne pense pas l'intermodalité, on loupera une grande partie des choses et surtout on n'ira pas au bon rythme. Je prends le cas de la voiture pour finir sur cet exemple. Il faut qu'on passe à la voiture électrique, il faut qu'on fasse du report modal en partie, mais à très court terme, avant d'avoir un parc totalement électrifié ou massivement électrifié, avant d'avoir des transports publics supplémentaires, ce qui se prend toujours 10 à 15 ans d'investissement partout dans nos métropoles, il faut par exemple, et c'est complémentaire, inciter au covoiturage. C'est pas anecdotique, c'est pas à la place d'eux, c'est pas un cache-sexe à la décarbonation, c'est absolument fondamental. Et l'intermodalité, c'est la même chose. On a l'impression que soit on a un mode de transport 100% carboné, on prend la voiture pour tout faire, soit on a un mode de transport entièrement non polluant comme le train. Mais en fait, si vous dépolluez ou si vous décarbonez 10 km sur vos 50 km quotidiens, c'est déjà pas mal. Si vous faites du covoiturage sur une partie de votre trajet, ou si vous prenez votre voiture individuelle pour aller vers un nœud de transport urbain qui est bien desservi, bien cadencé, on ne va pas culpabiliser les gens de continuer à utiliser leur voiture individuelle. On a déjà décarboné une bonne partie de leur activité et de leur déplacement. Donc je pense aussi, ça vaut pour l'État, ça vaut pour les collectivités, la coordination entre nous, qu'on a besoin aussi de penser davantage usage, innovation et intermodalité. Merci beaucoup. Anne-Marie Idrac, ce que dit Clément Beaune, c'est difficile de ne pas y adhérer, mais on a énormément de mal à le faire quand même. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les freins entre les besoins et les devoirs? Et j'ajoute que vous êtes aussi actuellement présidente de France Logistique, donc il y a toute une dimension sur la mobilité des marchandises, au-delà de la mobilité des personnes, qui est aussi très lourde dans le bilan. Je vais commencer par élaborer un peu sur ce qu'a dit le ministre des Mobilités, plus que des Transports. La grande affaire, c'est concilier le devoir de décarbonation, donc les 30%, c'est un tiers les marchandises, 2 tiers les personnes, avec le droit à la mobilité. Le droit à la mobilité est inscrit dans la loi qu'avait porté ton prédécesseur, l'un de tes prédécesseurs, désormais première ministre. Ça a à voir avec l'égalité, la liberté. Ça a à voir avec l'accessibilité. Et souvent, je trouve que quand on parle de nouvelle mobilité, on oublie un peu que tout le monde ne peut pas télétravailler. Et tout le monde n'a pas la chance d'habiter dans une grande agglomération où il y a une offre diverse de toutes sortes de solutions de mobilité, de la trottinette au métro, etc., etc. En ce qui concerne les marchandises, merci Sophie, on n'est pas vraiment sur un droit, mais plutôt sur un besoin d'alimentation, d'approvisionnement. Les principales masses en tonnes-kilomètres, ce qui est notre indicateur, c'est les travaux, la construction, les travaux publics, les chantiers et les déchets. Ensuite, c'est l'agriculture, l'agroalimentaire
et de manière générale tout ce qui se réfère donc à l'alimentation. Et puis ensuite les produits divers, voilà, liés à la distribution, importés ou pas. Et là-dedans, sur la partie distribution et commerce, le e-commerce qu'il représente, qu'il soit B2B ou B2C, en France c'est environ 14%. Là je ne parle pas des tonnes kilomètres, je parle des valeurs en chiffre d'affaires. Donc sur les marchandises, il y a ce besoin. Bon, on a bien vu qu'elle ne se téléporte pas, elle ne télétravaille pas, alors elle, du tout. Bon. Et il est vraisemblable, on en a parlé récemment au Conseil national de l'industrie, avec Clément et avec la Première ministre, il est vraisemblable que plus d'économie circulaire et plus d'industrie sur notre territoire, ça pourrait conduire à davantage de mouvements logistiques. Voilà. Alors maintenant, j'aurais voulu rajouter, par rapport à ce que vous avez dit tous les deux, un levier. Vous avez bien parlé bon, il y a beaucoup de leviers d'organisation et de ciblage. Et je vais prendre deux exemples. Pour les voyageurs et les fameux systèmes express métropolitains qui vont se mettre en place. Il me semble, Jean-Pierre, j'espère que tu seras d'accord, monsieur le président de la SNCF, mon cher successeur, si on veut transporter en même temps, mettons 300 personnes, le métro, le train, c'est bon. Si on veut transporter en dizaines, là, c'est vraiment les bus express, les cars express que soutiennent, par exemple, le président du Conseil général de l'Essonne ou le président de Transdev ou d'autres, enfin, qui est devenu maintenant bon. Et puis, si on veut transporter 3 personnes, eh ben là, on est effectivement dans le covoiturage. Et il y a maintenant un certain nombre de boîtes, je pense à EcoMove, mais il y en a d'autres, qui proposent carrément du covoiturage intégré dans l'offre de transport public pour les moments où il y a moins de monde ou pour les bouts de ligne où, honnêtement, ça serait complètement ridicule de faire circuler quelque chose qui est fait pour transporter plusieurs centaines ou plusieurs dizaines de personnes. Et donc là, je pense qu'en ciblant comme ça, voilà. Pour les marchandises, pardon, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que la cyclo-logistique, c'est formidable pour 200 kilos à 10 km. Les trains, c'est formidable en centaines de tonnes. Les camions, et sur plusieurs centaines de kilomètres. Et puis ça n'arrive pas dans la cour des hôpitaux ou devant les restaurants. Les camions ou les camionnettes de toutes les tailles, ça c'est plutôt en tonnes et à peu près toutes les distances. Et donc il me semble qu'il faut que l'on cible comme cela. Pour la logistique, en fait, je voudrais proposer 3 types de leviers d'organisation. Donc le premier, c'est la massification. Donc j'en ai parlé en termes de véhicules, mais ça peut aussi être des regroupements de commandes, se demander si le juste à temps est toujours bien adapté, organiser les livraisons différemment dans le temps, etc. Donc ça c'est mon premier M, massification / mutualisation. Le deuxième, et tu sais à quel point il est important en ce moment, c'est la question du maillage. Alors ça va vous paraître bizarre que je parle de maillage. Je parle évidemment de maillage à la fois des infrastructures, hein, et les aiguillages, etc., et les travaux qui sont lancés par SNCF Réseau avec les aides que tu donnes. Mais je voudrais aussi parler du maillage des gares, c'est-à-dire du maillage pour les marchandises des entrepôts. Évidemment, c'est pas génial pour l'empreinte carbone quand un habitant du Sud-Ouest se fait livrer des choses à partir d'un entrepôt de l'Espagne. C'est pas génial la tendance actuelle qui est d'éloigner de plus en plus les entrepôts des centres-villes au moment même où se développe le e-commerce. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Bon. Et donc, dans le cadre de toutes les réflexions sur le zéro artificialisation nette, etc., et en relation avec la réindustrialisation, mon deuxième M, le maillage, prend toute son importance. Et donc là, on est sur des leviers encore différents, c'est-à-dire les documents d'urbanisme à l'échelle régionale, locale, etc. etc. Bon. Et puis le troisième M, donc, ce sont les moteurs. Donc tu en as déjà parlé. Et je voudrais dire qu'en ce qui concerne les camions de différentes tailles, on est au tout début de l'histoire. Hein. Actuellement, il se fabrique en France moins de 1000 camions électriques par an, toutes tailles confondues. Les immatriculations annuelles, c'est grosso modo 50 000. Donc on commence, hein, avec le ministre et avec sa collègue Agnès Pannier-Runacher, on a travaillé beaucoup sur la feuille de route de la stratégie nationale bas carbone. Et bon, il apparaît qu'il faut au moins commencer, puisqu'aujourd'hui on est à 90% diesel, il faut au moins commencer, mais ça sera long.
Et je me permets, pour te taquiner un petit peu, et taquiner certains de mes amis ici, de dire que je crois que l'important, c'est la route. Parce que quoi que l'on fasse, et on va tous se mobiliser pour le transfert modal, etc., on restera sur des 75-80% routiers. Hein, pour les marchandises et pour les voyageurs, mettons, quand le Grand Paris sera en service, quand il y aura eu plein de chocs d'offres partout, bon, on sera encore dans des 2/3 voitures. Et donc tout ce que tu fais, tout ce que fait le gouvernement pour accompagner aussi la décarbonation des véhicules terrestres qui ne le sont pas, je crois que ça va dans le bon sens d'une vision large écologiquement et socialement de tous ces enjeux qui prendront énormément de temps. Donc là aussi, c'est la même chose que pour le Sustainable Air Fuel. Ça prendra beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Mais c'est bien d'avoir un espoir partagé et il l'est. Merci beaucoup Anne-Marie Drac. Yann Lerich, vous pouvez peut-être nous expliquer un peu tout ce que fait Getlink au-delà du passage sous la Manche, car vous avez aussi une activité de logistique. Et puis vous avez fait cette année, vous avez pris une initiative très intéressante. Vous avez décidé de présenter vos résultats d'une manière originale, en présentant non seulement le résultat financier, mais votre marge décarbonée, c'est-à-dire en intégrant un prix du carbone comme si on le payait au prix fort. Vous avez retenu le prix, un prix déterminé par un think tank américain qui est un prix très élevé. Et donc vous avez toujours un résultat positif malgré tout, mais si toutes les entreprises le faisaient, on aurait une physionomie différente. Et donc peut-être un aiguillon pour décarboner plus vite le transport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi cette logique ? En effet, Getlink, c'est le groupe Eurotunnel que je ne présente pas, que tout le monde connaît. Ce sont aussi des trains de fret en France, en Allemagne et en Benelux, et puis du transfert d'énergie entre l'Europe et la Grande-Bretagne depuis moins de temps. Alors, ce que je vous propose, c'est de revenir un cran en arrière sur ces questions de décarbonation de la mobilité pour comprendre quels sont les enjeux et rappeler que ça fait déjà pas mal d'années qu'on essaie de décarboner la mobilité et que globalement, on n'y arrive pas. Ça fait 40 ans qu'on lutte contre l'étalement urbain pour réduire les distances et on n'a pas réussi. Ça fait 40 ans qu'on essaie d'organiser un transfert modal massif de la route vers les transports collectifs et que globalement on n'a pas réussi non plus. Ça fait 40 ans qu'on essaie de réduire les émissions de CO2 émises par les voitures. Et si chaque voiture émet moins aujourd'hui qu'hier, comme on achète aujourd'hui des voitures plus grosses et qu'on fait plus de distance, globalement, les émissions de CO2 de la voiture n'ont fait qu'augmenter. Et puis ça fait aussi 40 ans qu'on essaie d'organiser le covoiturage. Après la guerre, quand le boom de la voiture s'est organisé, on était à 2,3 personnes par voiture. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 1,5. Et donc ce ne sont que des années qui se suivent où se met à l'œuvre l'inverse. On est de moins en moins par véhicule. Alors, on mesure bien pourquoi la question qui est posée aujourd'hui est difficile. On a essayé, on n'a pas réussi. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a été dit, le secteur de la mobilité est le seul qui ne s'est pas décarboné depuis 1990. Et depuis, on a pris des engagements extrêmement forts avec les accords de Paris. Il faudrait aller beaucoup plus loin et, pour le coup, le faire avec succès. Alors, pourquoi on n'a pas réussi ? Je pense que c'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Et la raison principale, c'est sans doute que la mobilité, c'est plus que le transport. La mobilité, c'est le transport, mais c'est aussi une question de lieu d'habitation. C'est aussi une question de lieu de travail. C'est aussi une question de lieu de loisirs, de lieu de shopping, etc. Et par exemple, si je trouve que je mets trop de temps pour aller travailler, je peux évidemment passer de la marche à pied à la voiture, on est dans le monde du transport, mais je peux aussi choisir de déménager. Je peux choisir de télétravailler ou je peux choisir aussi de changer de travail et d'avoir un travail qui est plus proche de chez moi. Et donc on voit bien que ça englobe des réalités assez larges. On parle de transport, mais on parle aussi d'urbanisme et on parle aussi de logement et que toutes ces politiques, en France, comme dans beaucoup de pays, appartiennent à des autorités différentes. Notre ministre des Transports ici présent, aussi brillant soit-il, ne choisit pas à quelle vitesse on roule en ville et ne choisit pas ce qu'on doit mettre dans les plans locaux d'urbanisme des collectivités locales. Et donc ça nous limite parce que ça empêche d'avoir une vision globale et de traiter la mobilité dans son ensemble, c'est-à-dire la mobilité quotidienne et la mobilité résidentielle qui forment un tout.
Alors à ce stade, on pourrait être assez négatif, se dire que c'est mission impossible. Mais un peu comme Tom Cruise là, qui sort son prochain film la semaine prochaine, je pense qu'il y a un chemin et je pense qu'on doit pouvoir y arriver et donc redonner espoir puisque c'est le thème de cette conférence. Si on arrive à mettre en œuvre 3 conditions qui me paraissent clés. La première, c'est que pour adresser ce millefeuille administratif qui fait qu'on a du mal à avoir une politique globale, il faut aborder le sujet de la mobilité par l'économie et par le signal prix. Concrètement, donner un tarif au carbone qui soit le même partout en France et même en Europe pour tous les modes de transport et auquel on donne de la visibilité dans le temps. Alors la bonne nouvelle, c'est que le plan Fit for 55 est globalement basé sur cette logique du pollueur-payeur et donc de donner un prix au carbone. La moins bonne nouvelle, c'est qu'on ne donne pas de visibilité au coût du carbone. Concrètement, un ménage qui choisit de s'installer en lointaine périphérie pour aller travailler en centre-ville en voiture le fait sous l'hypothèse implicite que le coût de sa mobilité ne va pas évoluer dans le temps. Si ce ménage savait que le coût du carbone allait augmenter avec une visibilité assez longue, ou bien il continuerait de s'installer en périphérie mais en se mettant à côté d'une ligne de transport public, ou alors pourrait choisir d'habiter plus près, voire en centre-ville, ce qui évidemment serait également bon en termes de décarbonation. Donc premier sujet, donner de la visibilité au prix du carbone. Deuxième élément, si on tire la logique jusqu'au bout, la logique du principe du pollueur-payeur, le carbone va devenir payant. Nous, on est une entreprise de côté, au SBF 120. On voit qu'aujourd'hui, on est soumis à des réglementations qui nous demandent de publier nos comptes, d'un côté, de publier beaucoup d'indicateurs extra-financiers de l'autre, et de plus en plus, avec les nouvelles directives qui arrivent, plusieurs centaines. Mais jamais on fait le lien entre le financier et l'extra-financier. Or, la tarification du carbone, c'est bien ça, c'est de donner un prix à une grandeur physique. Et donc, effectivement, on a décidé, et je crois qu'on est les premiers, de publier notre marge décarbonée. Alors, concrètement, on calcule notre marge classique. Alors, pour les financiers dans la salle, c'est notre marge sur notre excédent brut d'exploitation, la marge financière. Et on rajoute, enfin, on soustrait une facture pour l'instant virtuelle qui correspond à ce qu'on devrait payer si le carbone était effectivement payant. Et donc, on calcule nos tonnes de CO2 émises sur nos 3 scopes. On multiplie ça par un prix à la tonne, on a choisi 197 €, et on voit ce que ça donne. Et si, en faisant ce calcul, effectivement, on se rendait compte que notre marge financière positive aboutissait à une marge décarbonée négative, ça voudrait dire que notre business n'est pas viable, qu'on a un vrai sujet ou de business model ou bien de changement profond de nos modes opératoires, de nos infrastructures pour réussir à passer cette étape de décarbonation qui résulte des accords de Paris. Alors il se trouve qu'on a de la chance chez Getlink, nos activités sont globalement vertes et que notre marge décarbonée n'est que 3% inférieure à celle de notre marge financière classique, et donc on est un des acteurs bien positionnés pour la transition climatique. Et puis le troisième point, alors c'est celui qu'a évoqué Clément Beaune, dont on parle souvent, c'est une évidence, mais je pense important de le répéter, c'est celui des infrastructures. Là, pour le coup, les collectivités ont un rôle extrêmement important à jouer. Pour faire des modes de transport de la mobilité propre, il faut des infrastructures qui le permettent, que ce soit des pistes cyclables ou un réseau ferroviaire qui le permettent. Nous, dans nos métiers de transport de marchandises en France ferroviaire, on n'arrive pas, dans 4% des cas, à répondre au contrat qu'on a signé avec un client pour des problèmes de réseau. Donc concrètement, on doit transporter des marchandises par le train de A à B et 4 fois sur 100, on n'est pas en temps et en heure parce qu'on a eu un problème sur le réseau qui mérite un investissement massif. On sait qu'on a pris du retard en la matière. Donc voilà, 3 points. Un prix, un signal prix, une tarification du carbone avec de la visibilité. C'est surtout ça qui nous manque aujourd'hui, dont on ne parle pas. On va jusqu'au bout de la logique et on met les bons indicateurs en place, et puis évidemment les infrastructures vertes. Merci beaucoup. Thierry Dorez, vous qui assurez les automobilistes et peut-être aussi les cyclistes, comment vous voyez évoluer notre usage de la voiture qui reste quand même 85% des déplacements, et comment on peut essayer voilà, comment vous voyez cet usage et son avenir? Je ne vais pas me lancer dans un exercice d'extra-lucide en disant ce qui va se passer. Ça risquerait d'être très déceptif pour tout le monde, et notamment pour mes amis de la table ronde.
peut-être, puisque vous avez la gentillesse de me présenter comme un grand assureur automobile, donner quelques indications quantitatives et expliquer pourquoi, à mes yeux, elles ont du relief au regard de la question qui nous est posée. Aujourd'hui, c'est les 3/4 des déplacements qui sont faits avec l'automobile. L'automobile moyenne française est un diesel. C'est un diesel de 11 ans et il n'y a qu'une seule personne à bord. Ça, c'est la photographie. Si on veut se projeter vers l'avenir, peut-être est-il utile de regarder le comportement des gens les plus jeunes. Ce comportement, il est sensiblement différent si l'on considère la population d'une zone très urbanisée, mettons l'agglomération parisienne, ou les zones rurales. En agglomération parisienne, moins de 41% des jeunes de 18 à 26 ans sont titulaires du permis de conduire. C'est 85% de cette même tranche d'âge, 18-26 ans, dans les zones rurales. Il y a une première indication au regard de la fréquentation et de l'usage de l'automobile. Or, la tendance de ces différences de chiffres est en accroissement. Il y a 7-8 ans, l'écart était moins important. Il était de 7 points moins important entre les zones urbaines et les zones rurales. Donc, une des questions, c'est celle de la trajectoire, sans utiliser un terme un peu simplifié, que nous avons connue ces dernières années et qui n'illustre pas vraiment, notamment dans les zones rurales, un retrait de l'automobile. Autre indication sur l'usage de l'automobile, les ventes de voitures neuves représentent moins de 3 fois les ventes de véhicules d'occasion. Moins de 3 fois si l'on considère toutes les transactions en matière d'automobile, y compris celles des entreprises, y compris celles des flottes. Mais si on focalise sur le particulier, sur l'individu, le rapport est de 1 à 7. Pour une voiture qui fait l'objet d'une transaction commerciale et qui est neuve, il y en a 7 qui font l'objet d'une transaction commerciale et qui sont d'occasion. Donc tout ça, ça dresse un paysage qui est extrêmement contrasté. Tout à l'heure, Monsieur le Ministre a dit qu'il fallait agiter tous les leviers, enfin, utiliser tous les leviers, bien sûr, mais il faut d'abord, je crois, bien les connaître, bien les observer, de façon à ne pas proposer des solutions qui soient trop déceptives pour nos concitoyens. Attention, évidemment, aux mécanismes de généralisation, attention à tout ce qui est très impersonnel et qui peut, évidemment, heurter des besoins, pas simplement des sensibilités, des besoins qui sont ceux des personnes qui utilisent l'automobile. Et puis, ça sera mon propos de conclusion pour cette partie de nos interventions. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé par rapport à l'automobile, c'est la liberté. L'automobile doit une partie de son succès à ce qu'elle est un formidable outil de liberté. Je ne dis pas qu'il faut encenser cette liberté. Je ne dis pas qu'il faut se condamner au tout automobile. Je dis simplement, si nous ne regardons pas cette dimension dans l'usage de l'automobile, nous risquons de passer à côté d'une partie du problème et donc nécessairement d'une partie des solutions. L'automobile est peut-être, sans doute même, la machine, l'objet manufacturé qui a le plus structuré nos existences. L'urbanisme, la circulation, toute une série d'organisations sociales ont été tributaires de l'automobile. Sans doute, c'est moins vrai aujourd'hui. Mais ce poids de l'histoire, nous l'avons embarqué et nous ne devons pas l'ignorer dans la recherche de nos solutions. Merci beaucoup. Alors, on est à un moment intéressant parce que cette table ronde se déroule au moment où le gouvernement fait un exercice de planification justement stratégique pour essayer de se décarboner avec beaucoup de discussions, et on dit que la Première ministre d'ailleurs est très exigeante et renvoie souvent les copies en disant c'est pas instruit si tous les arguments n'ont pas été attentivement étudiés. Et donc peut-être que Clément Beaune, vous pouvez nous dire où vous en êtes de ce travail, et est-ce que justement vous êtes en train de regarder si on veut garder la liberté que
propose la voiture, peut-être qu'il faut des voitures plus légères. Est-ce qu'on va aller vers jusqu'où vous allez dans la planification écologique pour tenir toutes ces contraintes? Et si on veut garder la liberté, il faut peut-être quand même accepter certaines contraintes sur cette liberté. Et puis je crois qu'Anne-Marie Drac, vous y participez, vous aussi, à ces travaux. Et donc peut-être que vous pourrez nous expliquer aussi comment ça se passe. Merci. Je confirme que c'est un exercice difficile et exigeant. C'est sans doute d'ailleurs la première fois qu'on le fait de manière aussi systématique, secteur par secteur. Évidemment, je suis le secteur des transports plus particulièrement, mais pour avoir participé à plusieurs de ces réunions, vous mettez dans la machine, si je puis dire, un si grand nombre d'hypothèses que vous faites forcément, non pas l'extra-lucide de mauvais aloi, mais vous êtes obligé de prendre un certain nombre de paris. Bon. Je prends un seul exemple. Dans le secteur des transports, si vous dites qu'il faut faire du report modal, si vous dites que dans les grandes agglomérations, on va développer ce qu'on appelle de manière pas très jolie les mobilités douces ou actives, le vélo par exemple, si vous dites que vous allez réduire un certain nombre de déplacements du quotidien, vous faites l'hypothèse qu'en 2030, on télétravaillera de telle ou telle façon, avec telle ou telle ampleur. Très franchement, on n'en sait pas grand-chose. Bon. On sait même que pour les transformations qui en apparence, dans les chiffres, sont assez petites. Je prends un exemple bien connu du secteur ferroviaire. Si on veut doubler la part du ferroviaire, ce qui, comme l'a rappelé Anne-Marie Drac, même si on doublait la part du ferroviaire à la fois dans le fret pour les marchandises et dans les déplacements des voyageurs, laisserait la route, dans ses différentes acceptions, ses différents usages, le camion ou la voiture, encore très majoritaire. Bon. Donc on a l'impression que quand on dit doubler, c'est à la fois beaucoup, et puis c'est finalement pas si ambitieux, parce qu'on a encore une voiture qui reste à 80% de nos usages, en 2030 ou 40. Bon, mais c'est extrêmement massif. Et pour ça que je dis qu'il y a les usages, parce que si vous ne faites que, entre guillemets que, parce que c'est déjà des investissements considérables, des transformations considérables pour l'État, les collectivités, etc., investir dans une infrastructure, vous n'avez pas une idée extrêmement claire de son usage. On sait par exemple que pour les transports publics, leur attractivité sont liées évidemment à l'infrastructure, c'est-à-dire à la disponibilité, à la proximité, à l'accessibilité, mais à toute une série de critères. On le sait dans les grandes métropoles internationales, tout simplement la sécurité. Vous êtes une femme dans les transports, si ils sont parfaitement propres, parfaitement sympathiques, parfaitement à l'heure, vous ne prenez pas les transports le soir si vous n'êtes pas en sécurité. Bon, c'est pas seulement la question tarifaire. Et d'ailleurs, il y a cette dissonance cognitive, si je puis dire, entre la nature de nos débats publics. Parfois, on a encore, cher Jean-Pierre Farandou, cher Christophe Fanichet, eu de longs débats, et je m'y suis engagé sur les prix du train. On sait qu'aujourd'hui, en fait, si on est parfaitement transparent et honnête, notre effort de politique publique ne doit pas être avant tout là-dessus. Il doit être dans l'investissement sur le développement du ferroviaire. Bon. Donc ce que je veux dire par là, c'est que cet exercice de planification, il est fait de manière systématique, rigoureuse, mais il va forcément, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de prendre, non pas nos marges, mais le maximum de leviers possible, encore une fois, pas de manière désordonnée. Le but, c'est justement de mettre un peu d'ordre, de science, si je peux dire, de quantification et de planification, justement. Mais on ne pourra pas, dans le secteur des transports, pour prendre celui qui sera le plus important parce qu'il part du plus loin et parce qu'il représente 30% des transports, faire l'économie, et dont nos débats publics, malheureusement, on oppose un peu les uns aux autres, de la décarbonation de l'aérien, de la décarbonation de la route, du report modal aussi. Et la vérité, c'est que si on fait le maximum de choses, qu'on a une chance, parce que vous l'avez dit en voyant le verre à moitié plein ou à moitié vide, qu'on a une chance de faire le maximum de la décarbonation du secteur des transports. On ne peut pas dire aujourd'hui à combien exactement on sera en 2030. Ce qu'on sait simplement, c'est les marches qu'il faut franchir. Ouais. On sait que, par exemple, d'ici 2030, si on veut rester sur notre trajectoire, moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre, comme on s'y est engagé au niveau européen, et être en route pour 2050, la neutralité carbone nette, bah c'est à peu près 35 millions de tonnes de CO2 à économiser dans le secteur des transports. On n'a jamais fait ça de près ou de loin. Bon. Et concrètement, comment vous travaillez ? Quelle est la méthode de travail? Est-ce que vous travaillez avec les acteurs? Est-ce que ça se passe, ce sont les administrations qui travaillent entre elles? Je vais prendre un exemple pour être concret, hein, sinon ça reste un peu abstrait. Il y avait dans la loi Climat Résilience, qui a été votée avant que je sois dans cette responsabilité, par Barbara Pompili, initiée par Barbara Pompili, des feuilles de route qu'on appelle pour les spécialistes de manière un peu jargonnante l'article 301. L'article 301 prévoit que vous avez une feuille de route de décarbonation par secteur. Et beaucoup, peut-être ici, y ont participé. C'est vrai dans le fret, c'est vrai dans le transport de voyageurs, c'est vrai par domaine, aérien, routier, ferroviaire, etc. On a demandé notamment aux acteurs économiques, avec un peu la démarche qu'évoquaient mes deux voisins,
ce qu'était selon eux la technologie disponible, le coût d'usage, la trajectoire du coût de décarbonation et d'usage dans les années à venir. Un très bon exemple, pour prendre celui-là, c'est celui du fret de marchandises. Et ça rajoute d'ailleurs de la difficulté à la décarbonation parce que les hypothèses changent extrêmement vite. Avant le Covid, pour reprendre mon exemple du télétravail, je pense qu'on ne pensait pas que ce serait massifié à 2030. Est-ce que la tendance va poursuivre? Est-ce qu'on va revenir? On n'en sait strictement rien. Dans le fret de marchandises, le transport de marchandises, on pensait pour le routier que la technologie la plus propre, ce serait sans doute le gaz naturel. Ce serait le gaz. On sait aujourd'hui, même si c'est des très petites unités de production, qu'on est sans doute plus capable qu'on l'imaginait il y a encore 2, 3, 5 ans de faire de l'électrification. Alors c'est encore relativement embryonnaire, mais on sait, et en plus on sait que c'est des acteurs industriels basés en France et en Europe qui sont plutôt les plus en avance, que même un 44 tonnes aujourd'hui, pas en série, mais on est capable de le produire de manière électrique. C'était impensable il y a 2-3 ans. Bon. De même, on parlait de l'aérien tout à l'heure, les carburants d'aviation durable. C'était dit quand on a réuni beaucoup d'acteurs de la filière, cher Roche, cher Augustin et d'autres, avant le salon du Bourget autour du Plan de la République, vous vous rappeliez les uns les autres, et les énergéticiens aussi, qu'il y a 5 ans, personne ne parlait des carburants durables autrement que comme une sorte de marotte anecdotique dans la transformation du secteur. Aujourd'hui, dans la feuille de route du secteur, tous les industriels ont dit c'est 40 à 50% de la trajectoire de décarbonation d'ici 2050. Ça justifie un effort de politique publique. On met à peu près 200 millions d'euros, c'est ce qu'a annoncé le président, il faudra aller plus loin. Ça justifie des règles. On a mis un mandat obligatoire d'incorporation de ces carburants au niveau européen qu'on n'imaginait pas du tout prioritaire il y a 3 ou 5 ans. Ce que je veux dire par là, c'est pas pour nous désespérer d'un exercice. Il faut faire l'exercice, mais c'est un exercice qui sera forcément évolutif, vivant. Et encore une fois, on sait à peu près quantifier les marches, mais on sait que pour descendre l'escalier, ou le monter si on est positif, il faudra qu'on mette beaucoup d'argent dans beaucoup de domaines en même temps, avec des signaux économiques, avec de la visibilité. Un dernier point sur la visibilité, je ne suis pas économiste, mais je partage ce qu'a dit Yann Le Riche. Il y a un point sur lequel on va être obligé d'être humble, c'est que les visibilités en termes de trajectoire d'investissement, de trajectoire de subvention, de soutien public ou d'incitation fiscale, en termes de prix du carbone, un horizon économique et politique raisonnable, je pense intuitivement, c'est rarement au-delà de 10 ans. Or, si on veut vraiment donner une trajectoire industrielle et économique, il faut sans doute au moins se projeter jusqu'à 2050. Mais quelle est la crédibilité d'un signal économique? On va devoir vivre avec cet équilibre entre essayer de définir des signaux et assumer une forme de fragilité. Bon, je prends juste ce dernier exemple, les carburants d'aviation durable. On a fixé un mandat d'incorporation, ça va définir un prix de marché. C'était indispensable pour l'investissement initial. Je crois qu'aucun énergéticien n'est capable de nous dire aujourd'hui si on mettra le même mandat dans 5 ans ou 10 ans, peut-être qu'on va doubler sous pression sociale, politique, environnementale. Et à technologie égale ou rupture technologique imprévue, est-ce que les SAF vont connaître une décroissance massive de leur prix ou non? Donc on vit, c'est toute la difficulté de cette transition et de ce terme, on vit dans un univers d'incertitude qu'il faut assumer. Ce n'est pas du tout l'impuissance, hein, mais ça veut dire qu'il faut assumer d'être relativement multicarte, si je peux dire, dans les outils, dans les leviers qu'on mobilise. Anne-Marie Drac, cette méthode de planification, vous trouvez qu'elle associe bien les entreprises, la société civile? Est-ce qu'elle associe aussi les ONG peut-être? Un témoignage d'une expérience effectivement de suivi de ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, article 301, enfin bon voilà, pour le transport routier. De personnes et de voyageurs. Vraiment, j'ai trouvé que c'était une méthode formidable. Parce qu'il y avait les énergéticiens, bon, qui certains disent qu'ils vont pouvoir produire du bio ou pas assez. Bon, l'électricité, il y en aura assez pour tout le monde, pas pour tout le monde, ça dépend. Si on fait de l'hydrogène, il en faudra plus. Enfin bon, voilà. Les énergéticiens, les fabricants, les constructeurs, avec un sujet quand même qui est que tout ceci, excuse-moi, ça va être un peu brutal comme expression, ne se traduise pas par un Buy Chinese Act. Hein, voilà, donc il faut qu'il soit dans le coup aussi. Et évidemment, les utilisateurs, avec toute la difficulté d'ajustement, en particulier sur les TCO, parce qu'effectivement, on ne sait pas combien elle va coûter l'électricité. D'ailleurs, on ne sait pas comment elle sera taxée.
un jour ou l'autre. Bon. Et on ne sait pas comment se feront les répartitions de certains carburants qui sont demandés par tous, hein, en particulier dans le secteur des bio. Donc il faut beaucoup de modestie. Et je trouve que politiquement, ça doit être bien difficile pour le ministre, mais il y réussit, d'accepter un bon équilibre entre ce tâtonnement réaliste, parce que c'est pas vrai qu'on aura tout transféré sur le rail et sur des voitures électriques et sur des vélos cargo d'ici 2030. Ça ne serait pas vrai de dire ça. Et en même temps, il faut alimenter, mais parce qu'on y croit, l'espoir, la dynamique et donc la capacité d'investissement des acteurs. Parce que tout ça, il y aura de l'argent public, mais il y aura aussi, bien sûr, beaucoup d'argent privé. Donc la méthode est excellente. La méthodologie politique sur les délais, parce que je trouve que c'est beaucoup des questions de délai. Ça sera quand, tout ça? Elle est très compliquée et c'est pour ça que l'idée même de planification, moi je la trouve excellente. C'est pas simplement 22 chantiers dirigés par des fonctionnaires très brillants, etc. C'est une capacité pour chacun de positionner ses capacités d'investissement, ses volontés d'investissement dans l'espace. Si on parle de toutes les histoires d'urbanisme, d'aménagement ou d'implantation d'entrepôts dont je parlais tout à l'heure, ou de gares, ou de connectivité, et dans l'espace donc et dans le temps, et avec aussi un aspect de planification entre guillemets qui est important dans tous nos métiers, qui est les questions de compétences et les questions sociales, humaines. Alors à la fois parce que la plupart des métiers du transport sont des métiers en tension, mais aussi parce que beaucoup d'entre eux vont être profondément transformés. Et c'est évidemment le cas dans l'industrie automobile. Les moteurs thermiques et les batteries, c'est pas la même chose, ni en nombre, ni en type d'emploi. Et dans les autres métiers aussi, il y a à la fois de plus en plus de métiers de services pur et de plus en plus de métiers au contraire très sophistiqués, d'intelligence artificielle, de prévision de trafic, d'utilisation des données pour fidéliser les clients, etc. etc. Donc voilà, dans la planification, il y a également cet aspect que l'on suit donc avec le ministre et avec la Première ministre. Yann Leriche, sur votre idée votre démarche de marche décarbonée, est-ce que vous avez été suivi, est-ce que vous avez fait des émules, est-ce que vous avez eu des réactions? Est-ce que ça peut être un outil de planification, justement? C'est très récent, hein. On vient de communiquer pour la première fois notre marge décarbonée. Comme vous pouvez l'imaginer, on va le faire à plusieurs reprises. On a eu un nombre de retours inattendus. On a un peu croulé sous les demandes, donc évidemment, on limite nos réponses. On n'est pas là on est là pour résoudre d'abord nos questions stratégiques à nous. Si on est suivi, tant mieux, mais l'objectif n'est pas d'évangéliser le monde. Et sur ces sujets, d'ailleurs, on voit qu'on n'en est qu'au début de l'histoire et qu'il y a beaucoup d'autres questions un peu profondes sur lesquelles il va falloir qu'on avance, y compris du point de vue théorique. Je vous donne un autre exemple. On parle beaucoup d'investissement. Bon, quand il y a de l'argent, évidemment, il y a des retours qui sont attendus par ceux qui prêtent l'argent. L'État se pose aussi la question de la rentabilité socio-économique de ces investissements. C'est pas tout à fait un investissement financier comme les autres, mais malgré tout, la question du retour est posée. Aujourd'hui, moi je considère qu'on ne sait plus quel est le coût du capital dans un monde qui se décarbone. Toute la théorie financière sur laquelle on est assis aujourd'hui, c'est la théorie du portefeuille. Et là aussi, je suis désolé pour le jargon pour les physiciens dans la salle, on travaille sur le MEDAF, le modèle d'évaluation des actifs financiers. Ce modèle a été conçu, créé et encore utilisé aujourd'hui pour un monde dans lequel il y a de l'argent qui s'investit sur, alors mettons plusieurs entreprises, plusieurs actifs financiers, et se pose la question de la bonne allocation de son capital pour avoir le retour maximum. Mais on a bien une source d'argent qui va sur plusieurs investissements. Le monde a changé. Aujourd'hui, on n'a plus une source d'argent, on a plusieurs sources d'argent. Et si je simplifie, je vais dire qu'on en a deux. On a une poche d'argent qui va s'investir uniquement sur des actifs verts et une autre poche d'argent qui, elle, s'en fout, regarde que le rendement et va investir sur des actifs verts ou bruns. Mais du coup, le modèle qu'on utilise ne prend pas ça en compte. Et donc, le retour attendu qu'il faudrait sur les actifs, on ne sait pas bien. Et donc, on est parti pour investir sur des durées assez longues. Alors, au-delà du fait qu'on n'a pas de visibilité sur le coût du carbone, donc on ne sait pas bien tout ça combien va nous coûter. Alors, effectivement, c'est une question difficile, mais dans d'autres domaines, il y a des banques centrales qui aident à viser un objectif de 2% d'inflation. On pourrait le faire pareil sur le carbone, avoir une banque centrale européenne du carbone qui fixe des trajectoires. Ce ne sera pas parfait, mais c'est mieux que rien. Et pareil, à l'inverse, sur la question
question purement financière du retour. Il faut qu'on change nos logiciels, sinon on ne fait pas les bons arbitrages. Or, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que ça va être difficile. Parce que ça va être très très coûteux. On a déjà vu avec les gilets jaunes, etc., que ce ne serait pas chose facile. Si en plus on ne le fait pas bien, parce qu'on ne mesure pas bien, qu'on ne calcule pas bien, ça va coûter encore plus cher que ce que ça pourrait coûter. Et résultat, ou on ne le fera pas du tout, ou bien il y aura un rejet massif qui fera que nos sociétés sont complètement paralysées. Alors, le président Macron, dans son programme, a promis qu'il y aurait par mois pour permettre aux ménages les plus modestes d'accéder à la mobilité décarbonée. Et on voit que c'est compliqué à mettre en œuvre ce dispositif. Il y a un think tank, Transport et Environnement, une ONG et un think tank, le Transport et Environnement et l'IDRI, qui proposent une solution et disent on pourrait avoir des constructeurs automobiles qui font une petite voiture très légère, avec peu d'options et qui serait beaucoup moins chère que celles qui vendent aujourd'hui. Et d'une manière générale, se pose la question, si on veut garder la liberté de la voiture, d'avoir des véhicules plus légers. Et je me demandais, en tant qu'assureur, Thierry Derez, est-ce que vous regardez ça en vous disant les voitures de demain, elles seront moins costauds, plus dangereuses? Comment vous voyez ça? Là encore, je ne le vois pas vraiment. Donc, pardon, hein, je regrette devant un public aussi choisi de manifester une telle faiblesse d'acuité visuelle, mais c'est la vérité. Le sujet pour l'assurance, ça n'est pas d'abord le véhicule. Le sujet pour l'assurance, c'est les sinistres qui sont liés au véhicule. Donc, pour répondre ou esquisser une réponse à votre question, c'est si les voitures sont plus fragiles, plus petites, plus légères, plus tout ceci, plus tout cela, on peut craindre une sinistralité corporelle plus importante. Je pense qu'il faut réfléchir à cet aspect-là. En revanche, on peut considérer les perspectives d'une sinistralité matérielle moins importante, puisque la voiture sera moins coûteuse, le prix de réparation sera moins élevé. Donc, je n'ai pas de réponse sur ce sujet. Ce que je peux éventuellement donner comme indication, c'est que, contrairement à ce qui pouvait être une intuition, les véhicules électriques ont un coût de réparation moyen plus élevé que les véhicules thermiques. Notamment... C'est pas ce qu'on pensait. Non, ouais. Mais l'assurance, ça permet justement de remettre en cause ce que l'on pense. Ou ce que disent les constructeurs. Non. Parce que dit Tesla. Hein. J'ai rien dit contre les constructeurs, mais si vous voulez, je ferai après. Pourquoi est-ce que ça coûte plus cher? Par exemple, dans le cas d'un incendie d'une voiture thermique, normalement, une grande partie des pièces, malgré tout, je ne parle pas d'un incendie total, un incendie permet de récupérer quelques pièces. Dans un véhicule électrique, aucune. Donc, pardon de ces considérations qui peuvent paraître vraiment un ras du gazon, mais vous n'avez pas la même charge sinistrale entre ces deux véhicules. Donc, je ne peux pas vous répondre si c'est une bonne voie, mais en tout cas, sur l'électrique, les études qui ont pu être faites ne permettent pas de constater une baisse des coûts de sinistralité. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette table ronde. Est-ce qu'on peut encore... Alors, attendez, j'essaye de voir, parce que normalement, on n'a plus de temps pour les questions. Est-ce que Oui, on a 2 minutes. Donc, peut-être juste une question. Et puis... Non, écoutez, on n'a pas le temps pour les questions, mais peut-être que les invités se rendront un petit peu disponibles après la table ronde. Voilà, il y avait beaucoup de questions aussi en ligne sur la voiture autonome, sur les futurs RER métropolitains. Et donc, voilà, on aurait pu continuer cette table ronde beaucoup plus longtemps. Hippolyte, je vous laisse le mot de la fin. Est-ce qu'on a trouvé la solution ? Oui, la solution en 1 minute, c'est assez facile. C'est une certaine forme de pragmatisme. En fait, il faut jouer sur tous les leviers. Il faut, d'une certaine manière, mobiliser aussi des dimensions organisationnelles, financières et d'assurance.
Oui, vous auriez voulu poser une question. On ne peut pas, on n'a pas le temps. Merci beaucoup d'avoir été attentif. C'est assez impressionnant. Voilà. Bon, merci à tous. Merci à tous.